On passe à l'étude de la deuxième partie de ce texte, dans cette vidéo, si on peut appeler ça une vidéo. Maxime a souligné ses difficultés à s'y repérer, donc je vais essayer d'insister un peu plus que je ne le fais jusque-là sur les mots-clés qui sont importants. Avant qu'on démarre, je vais quand même rappeler la problématique qui est la nôtre. Donc on essaie de démontrer que dans cette joute verbale, Beaumarchais met en évidence l'habileté et la drôlerie du valet, et s'il le fait, c'est pour pouvoir dénoncer vigoureusement l'hypocrisie des aristocrates. Et alors, on a vu dans la première partie, c'était celle-ci, pardon, c'était là, ça marche pas, bon, oui, ici, voilà. On a vu que c'était l'hypocrisie du mariage du comte qui était révélée par Figaro lui-même. Et aujourd'hui, on passe à cette deuxième partie qui nous montre comment Figaro, avec sa démarche très impertinente, s'en prend à l'hypocrisie des seigneurs face à leurs valets, et bien entendu, il renverse les valeurs, et qui nous montre que les valets ont des vertus dont les seigneurs, eux, sont privés. Sauf que, contrairement à l'acte 1, où c'était à peu près évident, cette fois-ci, c'est Figaro qui le dit directement à son maître. Alors, on a vu dans la scène précédente, que je vais quand même réafficher, le texte est ici, vous remarquerez que c'est très étonnant parce que le comte commence par s'abstenir de répondre à ce que son valet lui a dit. Vous voyez que si je pointe ici, sinon pointer, ça marche pas bien mon système. Voilà, bon, cette réplique. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle, c'est-on du gré du superflu à qui le prive du nécessaire. Aucune réponse de la part du comte qui, hop, enchaîne sur un autre sujet. Dans la première partie de la scène, il était question, enfin de cet extrait, pas de la scène, mais de cet extrait, il était question de la comtesse. Donc on a l'impression qu'en fait, Figaro a remporté la manche, puisque son maître change de sujet. Il se met à parler, cette fois-ci, du valet. Tu me disais tout. Il abandonne la question de la comtesse et de sa propre fidélité pour aborder, cette fois-ci, la confiance qu'il a, ou pas, en son propre valet. Voilà, donc ce changement de sujet entraîne, on va dire, un nouveau fil de discussion, une nouvelle thématique, c'est-à-dire le valet et son maître. Donc on aborde vraiment ici directement la thématique du valet qui se confronte à son propre maître. Alors, c'est très amusant d'observer les deux premières répliques, parce qu'elles sont vraiment en opposition complète. Première chose qu'on remarque, c'est une série d'antithèses. Autrefois, maintenant. Tout, rien. Okay. Disait, cache. On voit que c'est systématiquement une antithèse d'un élément à l'autre. Le verbe s'oppose à un autre verbe, le pronom tout s'oppose au pronom rien. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on a une négation totale ici, je ne vous cache rien. On a une inversion également dans les pronoms qui soulignent la situation de confrontation, ils sont dans l'interlocution. La deuxième personne tu s'oppose directement à je. On est donc bien dans une situation de confrontation d'une personne face à l'autre. On parle d'interlocution. Me, vous, hein, donc on retrouve cette haute inversion dans l'autre sens. Me ici est COD là aussi. Donc on a vraiment un parallélisme sur toute la ligne qui est d'une drôlerie directe, et le public en général rit à cette impertinence, parce que le valet renverse complètement les paroles de son maître pour dire la même chose. Tu me disais tout, je ne vous cache rien. Ça n'est
c'est l'inverse l'un de l'autre, et c'est tellement l'inverse que finalement ça dit la même chose. Quelqu'un qui ne cache rien, c'est qu'a priori, il dit tout. Donc cette espèce de renversement, comment dire, de manière qu'a Figaro de se réapproprier la pensée et les paroles de son maître, a un caractère particulièrement agressif et polémique. C'est assez violent. Alors on pourrait s'attendre, à partir de là, à une réplique, je vais faire un trait, parce qu'on pourrait s'attendre à une réplique du comte qui dirait comment tu parlais de la sorte. Pas du tout. Le comte, encore une fois, va... D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire va, parce qu'il faut le faire au présent. Le comte enchaîne. En suggérant que son valet a reçu de l'argent de la part de la comtesse. Donc ici, on pourrait dire que le premier argument du comte, c'est d'essayer de faire accroire que son valet lui cache des choses qui est niée immédiatement par le valet, qui met à jour la pensée profonde du maître. Deuxième idée, le valet serait corrompu par la comtesse, et donc le comte serait une victime de la comtesse et de son valet, qui seraient tous les deux en collusion pour lui jouer des tours. On remarque, une fois de plus, comment le valet renverse cette question. Combien Donner. On peut parler de polyptote dans la mesure où le terme est repris, la même forme syntaxique est repris, enfin on fait varier. Oh, c'est pas tout à fait une polyptote d'ailleurs, il faudrait un nom et un verbe. Alors, le don et donner, ce serait une polyptote. Enfin, toujours est-il qu'il y a une reprise du verbe. Il y a une reprise de la structure syntaxique proposée par le comte, c'est-à-dire ici donner, il y a le verbe donner, et puis il y a un complément circonstanciel que je vais encadrer en orange pour cette belle association, pour la tirer des mains du docteur. Voilà. Donc il y a un parallélisme, encore une fois, intégral entre les deux. Encore pire, c'est que le valet répond à la question de son maître par une autre question. En général, celui qui pose la question est un petit peu le maître de la parole, puisque c'est lui qui estime pouvoir savoir. Or là, le valet élude la question, comme si elle n'avait aucune valeur, reprend strictement la même structure syntaxique, avec l'inversion ici du sujet me donne à vous, sauf qu'on change de sujet, etc. Mais pour suggérer, cette fois-ci, complètement autre chose. Et là, vous reconnaissez bien sûr le barbier de Séville, c'est une allusion au barbier. Donc en fait, dans le barbier de Séville, Figaro s'était associé au comte pour que le comte puisse voler, entre guillemets, la jeune Rosine, la future comtesse, aux mains du docteur Bartolo. C'est d'autant plus ironique que, en fait, dans l'histoire, il n'a absolument rien reçu. Donc, la réponse de Figaro est en même temps une question rhétorique, c'est-à-dire la réponse, évidemment, c'est rien, vous ne m'avez rien donné, quand moi je vous ai aidé à tirer Rosine des mains du docteur Bartolo. Donc, par voie de conséquence, la comtesse ne m'a rien donné non plus. Donc Figaro ici se présente à la fois en victime de la comtesse dont il aurait pu tirer de l'argent, et aussi du comte qui lui demande s'il a pu recevoir de l'argent, et la réponse est évidemment non, vous ne me donnez rien. Alors ce qui est mis en évidence ainsi par Figaro, eh ben, c'est l'avarice de son maître par rapport au valet. Donc je fais un tout petit point là pour essayer de vous aider dans votre prise de notes. On voit, l'impertinence radicale du valet, qui prend systématiquement les paroles de son maître à contre-pied, qui fait des réponses parallèles, inversées, et qui retourne la situation en sa faveur. À travers ces renversements, le valet souligne ses propres vertus. Un valet qui ne cache rien, c'est un valet dans lequel on peut avoir confiance. Un valet qui ne reçoit pas d'argent, c'est un valet aussi fidèle, qui ne se laisse pas corrompre. Et voilà, donc ça c'est pour vous montrer finalement comment ce passage en entier est en train de traiter de la question
de la vertu du valet qui s'oppose à l'avarice de son maître et à son souci, à son manque de confiance par rapport à son valet. Si le valet ne cache rien, c'est que le maître, qu'il n'a rien à lui cacher, alors que le maître voit le mal partout. Donc, en se mettant lui en valeur, il met évidemment le comte en situation de se justifier. Alors, la deuxième partie de la réplique de Figaro est une phrase étonnante parce qu'elle passe par l'impératif. Alors évidemment, elle s'adresse au niveau 1 de l'énonciation, elle s'adresse au comte. Il est intéressant de remarquer qu'on passe discrètement de l'impératif deuxième personne à l'impératif deuxième personne. Ce nous qui est sous-entendu est un nous inclusif. Et donc on inclut bien entendu également le public. Le public qui est probablement un public d'aristocrates, ou du moins il y en a dedans. Alors en fait ici c'est une pique qui s'adresse directement aux aristocrates et qui vient un petit peu conclure le dialogue, c'est-à-dire le maître n'a pas confiance en son maître, en son valet. Le valet lui fait remarquer que c'est pas une chose à faire, et il invite son maître, comme l'assistance, à changer de comportement. D'ailleurs, l'apostrophe Monseigneur, prononcé sur une scène, rappelle que Figaro s'adresse à son maître en tant que maître, et qu'il continue à respecter les usages. Ça s'oppose au terme qu'il utilise pour se désigner lui-même à la troisième personne, l'homme, qui est suivi d'une relative, l'homme qui nous sert bien. L'ensemble de cette expression constitue une périphrase, donc l'homme qui nous sert bien désigne évidemment de manière périphrastique, désigne un valet. En même temps, ça met en évidence, cette relative met en évidence la vertu du valet, c'est-à-dire le fait qu'il sert bien. Le nous, ici, s'aligne avec l'impératif et prend une valeur généralisante, c'est-à-dire qu'en gros, cette parole ressemble à un dicton, d'ailleurs, qui nous sert bien, c'est un prétendu de vérité générale, donc il fait basculer le débat dans une question de société, c'est-à-dire, en fait, l'aristocratie a tendance à humilier, si on décode, a tendance à humilier les valets qui les servent bien, ce qui les transforme éventuellement en mauvais valets. Donc la dernière partie de la phrase, crainte d'en faire un mauvais valet, c'est n'humilions pas l'homme qui nous sert bien, parce que nous risquerons, à cause de la crainte qu'il existe, de transformer cet homme vertueux en un mauvais valet aux yeux du maître. Donc là, on a une dénonciation vigoureuse du comportement de l'aristocrate méprisant vis-à-vis de ses valets, ou de la valetaille, comme on disait, et ce mépris fabrique justement, en retour, de la part des valets, une envie de se venger ou de devenir quelqu'un qui ne sert pas son maître avec honnêteté. On pourrait résumer en disant, en gros, s'il y a des mauvais valets, c'est parce qu'il y a des mauvais maîtres, c'est eux qui ont transformé leurs valets en mauvais maîtres, qui sont incapables de les respecter, et cette absence de respect suscite en eux l'envie de ne pas les servir comme il faudrait. Donc là, encore une fois, il y a un double discours. Celui qui se passe au niveau 1, l'énonciation, c'est Figaro à son maître, et au niveau 2, l'énonciation, c'est Beaumarchais qui parle aux aristocrates de son temps en leur disant qu'ils devraient peut-être faire attention à la manière dont ils se comportent avec leurs valets, parce qu'il leur reproche plein de choses, mais en réalité, c'est eux qui ont fabriqué justement cette attitude de leurs valets par leur mépris. Voilà, donc manque de confiance, accusation brutale de la part du comte, je donne quelques mots-clés,
défiance de l'aristocratie vis-à-vis de ceux qui la servent. Vous voyez que la liste d'accusations commence à s'allonger et qu'elle est, bien entendu, à 2 niveaux. Alors, même procédé dans l'enchaînement de répliques suivantes, c'est pour ça que je vous parlais de stichométie au début, je tire mon trait. Pas de réponse à cette impertinence, exactement comme au-dessus, donc on pourrait mettre en parallèle cette phrase-ci, que je mets du jaune ici, et celle-ci, la réplique de Figaro et la deuxième réplique de Figaro. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien tirer des petits traits verticaux comme ça. Vous voyez que ces deux réponses impertinentes ne sont suivies d'aucun débat. Le conte enchaîne, encore une fois, avec une question. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais? Donc vous avez compris qu'on va répéter le principe de la réplique cinglante, en stichométie. C'est pour ça que je parlais de joute verbale. Un coup, un coup. Et puis pour l'instant, c'est Figaro qui donne les coups, qui donne le deuxième coup. Vous pouvez observer de la façon dont Figaro, systématiquement, fait dévier le débat d'un cas particulier. Ici, par exemple, le conte s'adresse à tu, la deuxième personne du singulier, donc il désigne son valet singulier, alors que Figaro répond par la troisième personne neutre, on. Et ce on englobe, bien entendu, son maître, mais aussi tous les autres. Donc on a ce double jeu, qu'on avait déjà observé dans la réplique précédente, qui fait qu'on s'adresse à la fois au comte et à toute l'aristocratie imbue d'elle-même. Et l'accusation est cinglante. Alors, pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais? Cette accusation du comte nous montre une fois de plus sa défiance vis-à-vis de son valet. C'est une question rhétorique. Pourquoi faut-il qu'il y ait? Alors évidemment, vous avez le subjonctif ici, mais parce qu'il est condamné, entre guillemets, au subjonctif, à cause de faut-il qu'il y ait. C'est-à-dire, au fond, le maître a l'air de dire, je constate que il y a toujours du louche, et je regrette que ce soit le cas, et j'aimerais que ce soit autrement. Donc c'est le sens de cette question rhétorique. Réponse immédiate de Figaro. Alors, par exemple, à l'adverbe toujours utilisé par son maître, un adverbe de temps, il répond par un adverbe de lieu, partout. Et puis une belle proposition subordonnée conjonctif complément circonstanciel de temps dans lequel il reprend le pronom on. Manière d'adresser l'accusation à son maître, mais aussi à toute l'aristocratie. Un présentatif, c'est que. Donc une réponse immédiate et sous la forme d'un constat, le présent de vérité générale, qui nous renvoie à l'univers des dictons ou des maximes. Donc tout est là pour montrer un valet qui, cette fois-ci, exprime une sagesse populaire et qui répond à l'accusation de son maître par une autre accusation, c'est-à-dire qu'en fait, il l'accuse de chercher des torts, d'en trouver, de voir du louche, parce qu'il a décidé d'en chercher. Donc, encore une fois, il élude le débat, il n'a pas besoin de donner une réponse à la raison qu'on lui donne, d'ailleurs il n'y a pas de raison, c'est une accusation, il répond par une autre accusation, qui reprend les termes de la question, mais qui la renverse, une fois de plus, à son avantage, et qui fait du maître, cette fois-ci, quelqu'un qui cherche des torts. Donc vous voyez qu'à chaque étape, le mauvais traitement infligé au maître, infligé au valet par le maître, apparaît comme apparaît, voilà. Bon, la dernière étape de cette sous-partie, cette partie, c'est le conte qui, cette fois-ci, encore une fois, ne répond pas à l'impertinence de son valet et enchaîne sur la question de la réputation. La réputation, c'est l'image sociale qu'on défend.
Et donc le comte accuse son valet, avec une phrase averbale, donc brutale, qui souligne sa colère et son caractère assez méprisant vis-à-vis de son valet. Et donc il l'accuse d'avoir une réputation détestable, c'est-à-dire de ne pas respecter les codes qu'il devrait respecter, les codes sociaux. À cette réputation, Figaro répond par la valeur. On pourrait simplifier en disant le comte s'attache aux apparences sociales et Figaro resitue le débat sur la question de la valeur en utilisant le comparatif mieux. Et donc il fait dévier le débat sur la question non plus de la réputation, mais de l'être, hein, le paraître chez le comte, l'être chez le valet. Là, préserver les apparences sociales dans l'aristocratie et défendre des vraies valeurs dans le monde des valets. C'est bien pour ça que d'ailleurs qu'à cette exclamation du comte, Figaro répond par une question rhétorique. Cette question rhétorique nous fait immédiatement comprendre que le comte s'attache uniquement à son étiquette, et que cette étiquette est dénuée de fond, alors que lui, il est du côté du fond, et il renverse évidemment le débat en posant une deuxième question rhétorique. Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant? C'est intéressant de voir que beaucoup de seigneurs, donc le déterminant ici, permet à Figaro, comme le on précédent, comme le nous, d'avoir un ton beaucoup moins agressif que celui de son maître, tout en faisant passer des idées éminemment impertinentes, puisque cette fois-ci, alors tout simplement, il a l'air de dire qu'il y a très peu, si on prend la question comme il la lance, c'est-à-dire comme un défi, il a l'air de dire que finalement, peu de seigneurs peuvent en dire autant. C'est une question rhétorique qui contient sa propre négation, en quelque sorte. Et la seule réponse possible, ça serait finalement peu de seigneurs sont à la hauteur de la valeur de leur valet, même s'ils sont attachés à leur réputation. J'espère que c'est à peu près clair. Voilà, je m'arrête ici parce qu'on pourrait trouver plein d'autres choses, mais je pense que ça suffit pour vous montrer que à chaque étape de cette petite partie, au fond, si je reviens à ma problématique qui était là, vous voyez bien qu'on a montré l'ingratitude et l'hypocrisie des seigneurs face à leur valet, là elle est clairement démontrée. Je reviens à mon sujet, voilà. Elle est démontrée en 4 petites étapes, ici à chaque fois sur le même principe de la stichométie, avec un enchaînement de répliques, des retournements systématiques et une impertinence caractérisée de la part du valet, qui systématiquement botte en touche, renvoie son maître dans son camp, et le maître d'ailleurs perd la manche à chaque fois, puisque c'est lui-même qui essaie de trouver des arguments qui à chaque fois tombent à l'eau. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième partie de cet extrait que vous avez à présenter. J'espère que ça vous aide. J'ai un peu plus essayé de souligner les mots-clés, plus répété, c'est d'autant plus long, mais tant pis. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Vous êtes bien sûr invité dans les commentaires à repérer d'autres procédés, si vous en voyez d'autres. On pourrait s'attarder, je pourrais poser des questions ici au bac, si un élève me présentait ça, je crois que je poserais des questions sur le subjonctif. Vous voyez, pourquoi faut-il toujours qu'il y ait toujours du monde, du douche, pour des seigneurs qui puissent en dire autant? Je crois que c'est tout dans ce passage. Mais c'est déjà pas mal. Et ici, sur la valeur du subjonctif, ça pourrait être intéressant, puisqu'il est associé systématiquement à l'accusation, c'est-à-dire comme une chose possible, ce qui nous montre que le débat est tendu, la tension est vive entre les deux personnages. Ça serait intéressant ici d'analyser donc ces subjonctifs, leur valeur
temporel, évidemment, c'est réglé, puisque le subjonctif sort du temps. Leur valeur aspectuelle, c'est-à-dire la possibilité, et leur valeur modale. Ici, en fait, c'est pas la possibilité, la valeur aspectuelle. C'est la valeur modale dont je vous parle. Et la valeur aspectuelle, ici, c'est l'inachevé, elle n'est pas spécialement intéressante. Bon, en tout cas, dans le texte, ça sera intéressant. Bon, je m'égare un petit peu. Ah, si, je voulais faire... Voilà, je pensais à ça, je voulais le noter, c'est « et si je vaux mieux qu'elle ». Voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir que le caractère impertinent du valet était souligné par le fait que vous avez une proposition conjonctive qui exprime une condition ici. Mais cette condition est exprimée à travers l'indicatif. C'est pas si je valais mieux qu'elle. Donc c'est-à-dire que de la part du valet, il n'y a pas de doute là-dessus. Et de même, il est rare qu'une proposition de condition ne soit pas suivie d'un complément. On parle de protase et d'apodose, si je me rappelle bien. Donc là, ici, et si je vaux mieux qu'elle, virgule, alors patati patata. Il n'y a pas cette suite, il n'y a pas cette conclusion, et ça laisse l'accusation en suspens, et c'est d'autant plus abrupt, et ça permet d'autant mieux de retourner les paroles du conte. C'est d'ailleurs immédiatement ce qu'il fait par la suite. Bon, je m'arrête ici, et je vous demande de prendre des notes, comme d'habitude, et puis d'essayer de me les faire parvenir le plus vite possible. Voilà, bon courage, et à bientôt.